Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une petite vidéo débrief dans ce qui s'est passé sur les 8-9 derniers jours. On a eu en fait 3 vidéos consacrées au mystère des pyramides. On a eu d'un côté la première, la vidéo de Squeezie, qui visiblement était un petit peu une horrible idée si on s'en remet à ce qui a été écrit en ligne et surtout dans les commentaires. On a ensuite eu une réaction, je sais plus chronologiquement, mais il y a eu une réaction de Revue du Monde par Charlie Danger, qui est une chaîne que j'aime beaucoup, et d'ailleurs je regrette qu'elle fasse pas autant de vidéos, parce que non seulement elle est légitime dans son métier, mais en plus elle est super pédagogue. Et il y a aussi eu Defecator, dont l'habituel verve a servi à appuyer des espèces de débunkages entre guillemets, qui depuis eux-mêmes ont été débunkés. Les positionnements de ces 3 chaînes ont su relever pas mal de choses en termes de vision et de comportement. Que l'on soit d'accord avec certains ou avec d'autres, ce que moi je considère le plus important, c'est que chacun des intervenants ait fait ses vidéos en toute honnêteté, car à mes yeux, c'est ça qui compte le plus. Si quelqu'un se trompe, c'est pas grave, tant que ça reste honnête. C'est en tout cas quelque chose que je garde à l'esprit quand moi-même je fais mes vidéos, et dès que je note une erreur, je ne manque pas de me corriger dans la prochaine vidéo qui traitera du même sujet. Ce qui surprend, surtout dans toute cette histoire, c'est comment il est devenu presque inacceptable de penser autre chose que les innombrables sources académiques fournies par exemple par Defecator. On se croirait presque un petit peu au temps de l'Inquisition. D'ailleurs, le super-héros du débunkage, comme il aime s'appeler, et dont j'apprécie les vidéos la plupart du temps, débunk la vidéo de Squeezie en se basant sur ce qui avait été utilisé pour débunker le film La Révélation des Pyramides. Et Révélation des Pyramides qui fut la source majeure des infos présentées dans la vidéo de Squeezie. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que les débunkages qui ont débunké la Révélation des Pyramides, eux-mêmes, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt, ont été redebunkés derrière. Et ça, c'est un élément qu'on se garde évidemment bien de mentionner. En fait, on dirait que la zététique n'est subie que par ceux qui aimeraient poser de nouvelles questions, et qu'elle n'a pas lieu d'être pour des faits ou des dogmes établis qui deviennent alors considérés comme des vérités un petit peu immuables dans le temps. Bien sûr, quand je dis immuable, j'exclus la flexibilité et l'adaptabilité d'interprétation des archéologues passionnés qui font un taf honnête. Je pars juste des grandes lignes qui dirigent les débats. Ces débunkages, ils ne consistent qu'à mettre l'emphase sur des petits éléments, pensant que ça va tout expliquer, alors que finalement on ne répond pas aux vraies questions de fond, comme par exemple les fonctions des édifices ou les méthodes de construction. Alors bien sûr, loin de moi l'idée de tout contester, bien au contraire, une réserve que d'ailleurs les fragiles haineux m'ayant insulté se gardent bien de considérer, mais il ne faut pas oublier que l'archéologie est un champ d'études qui a pour but de déterminer les tendances, les chronologies, les histoires les plus probables. Il y a des cas, de très nombreux cas, presque tous les cas en fait, pour lesquels la part de doute est infinitésimale, et Charlie Danger le rappelle très justement dans sa vidéo. Mais il y a d'autres cas où l'interprétation est entre guillemets faite faute de mieux, comme par exemple la réelle fonction des pyramides de Gizeh ou de Dachour. Alors je précise bien Dachour et Gizeh, parce que j'exclus toutes les autres pyramides et aussi celles de Saqqara qui sont aujourd'hui en ruine, fonction sépulcrale qui était leur fonction, que je ne remets absolument pas du tout en question. Car celle-ci, je n'ai jamais dit qu'on pourrait se tromper. Je dis bien pourrait au conditionnel, un emploi du conditionnel d'ailleurs que j'utilise très souvent et qu'on oublie bien souvent de relever. Mais bon, passons. Car c'est toute la question en fait, est-ce qu'on est sûr à 100% de ce qu'on dit? Évidemment non, il y a toujours un doute. Donc pourquoi tirer à boulet rouge sur Squeezie ou sur LRDP ou sur BAM qui souhaitent tout simplement parler de cette petite part de doute? Quand on considère qu'un test ADN est fiable à partir de 98%, pourquoi, concernant les sujets entre guillemets égyptiens, les 2% d'incertitude n'auraient pas le droit d'exister? C'est juste ça en fait, donc est-ce que ça justifie la déferlante de haine qu'on a pu voir dans les commentaires? Parce que je trouve ça un petit peu symptomatique et très franco-français. Il y a beaucoup d'autres chaînes qui parlent de ces sujets au niveau anglophone, des chaînes beaucoup plus fantasques, des chaînes beaucoup plus farfelues, et pourtant là-bas, il n'y a pas ces déferlantes de mecs qui viennent avec des positions très condescendantes et très assurées, en insultant copieusement les mecs qui font ces chaînes anglophones. Pourtant, au niveau français, il y a ce truc un petit peu bizarre. D'ailleurs, après pas mal de temps sur YouTube, je me demande si je vais pas une fois faire, alors c'est hors sujet un petit peu, mais faire une vidéo sur la sociologie des trolls, la sociologie des haters, parce que je trouve que c'est extrêmement révélateur en termes de comportement et qu'est-ce que ça cache derrière. Parce que quand on est dans le monde réel, là où moi je suis, et quand on observe un petit peu ces comportements virtuels, c'est franchement c'est extrêmement enrichissant mine de rien, et ça m'a permis de comprendre énormément de choses, et ce serait sympa de vous les exposer une fois sur la chaîne. Bref, pourquoi est-ce que toutes ces choses n'ont pas vraiment le droit d'être discutées? On a l'impression que tout est voué à être immuable ad vitam. En fait, on retombe sur un fait d'immobilisme, entre guillemets, qui moi m'a toujours étonné, que l'on parle de technique
et d'outils, ou de la langue hiéroglyphique apparue environ en 3200 avant Jésus-Christ, en fait on dirait qu'il n'y a pas eu d'évolution, ou alors qu'il y a eu des évolutions mais régressives. Donc par exemple, une langue qui n'évolue pas en 3000 ans, ce serait une grande première, et des techniques qui déclinent avec le temps, ce serait aussi une grande première. Et j'en profite pour rebondir sur l'aspect archéologie expérimentale, dont parle très bien Charlie sur la chaîne Revue du Monde, où elle a tout à fait raison, avec un tout petit bémol, c'est concernant l'expérience Nova. L'expérience Nova, quand on se plonge vraiment dans ce qu'elle a été, ça a été un fiasco total. Donc à défaut de démontrer quoi que ce soit, cette expérience Nova, elle a simplement montré que le modus operandi qui était jusqu'alors imaginé n'est pas valable. Et pour ce qui est du vase en calcaire, ok, il n'y a aucun souci là-dessus, sauf que le calcaire, c'est pas la diorite, c'est pas le basalte, c'est pas le granit, donc là, c'est tout à fait différent d'arriver à faire quelque chose sur une roche tendre, comme le calcaire ou le grès par exemple, et ça n'explique pas ce qu'on peut voir au musée égyptien sur des petits vases dans des pierres qui sont extrêmement dures. Et aussi, on ne cessera de s'étonner de voir des rampes qui défient les lois de la gravité quand on considère les charges transportées par les valeureux travailleurs qui sont toujours représentés. Sinon, il y a un ancien archéologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Laurent Villaverde, et qui humblement parle des réserves qu'il serait bon d'apporter à ces soi-disant vérités, entre guillemets. Des réserves que l'on peut avoir, par exemple, sur la vocation sépulcrale des pyramides de Gizeh et d'Achour, comme je le disais. Les éléments qui ne sont pas abordés sont, par exemple, pourquoi Snéfrou, à qui l'on attribue la pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge de Dachour, ainsi que celle de Meidoum, a-t-il eu besoin, enfin alors Meidoum il l'a terminé, a-t-il eu besoin de construire 3 pyramides s'il s'agissait d'un cénotaphe? Un cénotaphe, c'est tombeau sans corps. Pourquoi est-ce qu'une seule pyramide n'aurait-elle pas suffi? On donnera des réponses qui seront plutôt des exceptions à la règle, mais force est de constater que c'est bien souvent pour les questions qui sont intolérables aux yeux de certains que l'on présente des exceptions. Et face à tant d'exceptions, peut-être ne faudrait-il pas tout simplement revoir la règle, ou simplement lui dépeindre plus de nuances? Je parle bien de nuances et pas d'autres exceptions. Là encore, cette idée pourrait paraître blasphématoire à bien des gens. Je m'étonne aussi qu'aucun des architectes qui m'ont accompagné pour explorer le plateau de Gizeh n'ait attesté l'idée selon laquelle les 8 faces de la Grande Pyramide seraient dues à un affaissement de l'édifice. Quel qu'ait pu être leur niveau de compétence à chacun de ces architectes avec qui j'ai eu la chance de voyager, eh ben, tous ont, on va dire discrètement, un petit peu souri à la simple idée que ces 8 faces sont dues à un affaissement. Donc au sein même de l'architecture, il y a des gens pour qui c'est totalement délirant, cette histoire d'affaissement, et il y a d'autres gens pour qui c'est tout à fait normal. Donc je me demande pourquoi est-ce qu'il ne serait pas possible, entre tous ces passionnés, de discuter ouvertement. Parce qu'il y a une espèce d'agressivité qui est toujours en fait dans un sens. Il y a assez peu d'agressivité des gens. Je ne veux pas dire de notre côté, parce qu'il n'y a pas vraiment de côté, c'est simplement des gens qui souhaiteraient débattre, il n'y a pas vraiment d'agressivité. Par contre, de l'autre côté, là, comme je disais, c'est une déferlante de haine et d'agressivité, d'intimidation, bref, beaucoup de choses. Et ça, je ne l'explique pas encore. Faudrait que je poursuive un petit peu au niveau de la sociologie des haters et des trolls. Et je continue là-dessus, je m'étonne toujours de voir la virulence avec laquelle on crache sur tout et tout le monde. En fait, moi personnellement, ça me dérange pas qu'on me crache dessus, parce que ça relève finalement plus du mal-être que d'autres choses. Mais quand je lis ailleurs des attaques personnelles, des insultes très précises envoyées à l'égard de certaines personnes, j'ai vraiment l'impression que l'intimidation, elle est là, elle est ouverte. J'ai l'impression que, au lieu de débattre, on cherche simplement à pousser les gens à bout afin qu'ils lâchent l'affaire. Une sorte de manipulation psychologique, quoi. D'ailleurs, les petits êtres qui seront rattrapés tôt ou tard par le karma sont justement ceux qui ont l'audace de s'insurger contre les questions légitimes posées par certains, en les targuant eux-mêmes de manipulateurs. Pourtant, lorsque l'on demande des explications précises, certains en donnent, comme par exemple la chaîne Moment Curieux, je ne sais pas si vous connaissez, qui se plonge dans les biais de confirmation et d'autres démonstrations officielles pour se questionner sur les interprétations qu'elles engendrent. D'ailleurs, sujet passionnant dont j'ai discuté avec l'équipe de cette chaîne, les datations au carbone 14 du mortier de la Grande Pyramide, prouvant soi-disant sa construction pendant le règne de Khéops. Pourtant, les constructions égyptiennes de l'époque sont faites pierre contre pierre, sans mortier. Ceci est un fait avéré et reconnu. Donc si l'on retrouve du mortier à certains endroits, c'est qu'il aurait dû être mis plus tard, après la construction d'origine. Et aussi, nous devrions retrouver du mortier partout sur la Grande Pyramide, non? Or, ce n'est pas le cas, donc si le mortier date bien de Khéops, ça c'est un fait, je veux dire c'est l'étude au carbone 14, ça ne prouve pour autant pas qu'il est contemporain de sa construction, bien au contraire, eu égard aux techniques de construction sans mortier des anciens Égyptiens habituellement acceptées. Il y a aussi les papyrus de Merer qui se retrouvent brandis comme preuve que Khéops a fait construire la Grande Pyramide. Pourtant, lorsqu'on lit l'intégralité des papyrus, chose que j'ai faite et dont j'ai parlé dans une vidéo, on se rend compte qu'il n'y a que 2 choses de certaines. Premièrement, c'est l'incroyable travail de fouille, de conservation et de reconstitution des équipes dirigées par Pierre Talley,
Et deuxièmement, c'est que les papyrus ne sont rien d'autre qu'un journal de bord détaillant des trajets de transport de pierres et qu'en aucun cas l'on n'y parle de construction. Tout cela relève donc de l'interprétation, interprétation plausible, oui, mais pas démontrée et pas arrêtée. Donc finalement, on voit qu'il y a une sorte de consensus auquel on n'a pas trop le droit de toucher. Soit on se fait assassiner, soit on est relégué au rang d'illuminé délirant. Il n'y a pas vraiment de juste milieu teinté de neutralité permettant un débat, chose que l'on peut déplorer finalement, car ce sont des sujets dont on ne parle que lorsque l'on est passionné. Et c'est un petit peu ça qui me dérange, parce qu'entre passionnés, on devrait pouvoir accepter les arguments des uns et des autres. Donc voilà pour mon petit débrief de cette espèce de guéguerre qui est née là, enfin qui est renée depuis 2 semaines. Je pense que je vais pas traiter le sujet encore plus parce que voilà, il y a assez à faire. Moi de mon côté, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une vidéo consacrée aux pyramides de Gizeh, une fois de plus, mais cette fois-ci sur leur magnificence, sur leur gigantisme et la proportion réelle de ces pyramides, avec des photos 100% inédites, spécialement en exclusivité pour les abonnés de la chaîne Planet Raw. Donc je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, donc dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien et gardez la passion. Ciao, ciao.